Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà assisté à des webinaires et ils ont l'habitude de voir toujours une intro, alors parfois disco, enfin souvent disco, puis de temps en temps je change. Je trouvais que c'était sympa de mettre les Doobie Brothers. Bon, écoutez, bienvenue dans ce webinaire qui va être dédié à la création de la société. Vous pouvez poser toutes les questions, c'est le moment. Allez-y, feu, mais bien évidemment, je vais vous passer des slides. On va suivre un certain ordre du jour et puis vous allez voir, tout va très bien se passer dans le meilleur des mondes. Alors, on va commencer tout de suite par le sujet quand même qui est les étapes pour créer votre SASU. Alors maintenant, pas d'inquiétude, si vous avez une SS, c'est exactement la même chose. Si vous avez une SARL, ça marchera exactement de la même façon. Si c'est une URL, ça fonctionnera également. Donc voilà, c'est dit. Deux choses. Vous allez avoir un replay juste 5 minutes approximativement à la fin, à l'issue donc de ce webinaire. Vous pouvez également poser vos questions en direct, puisqu'on est en live, et vous pouvez bien évidemment aller sur notre chaîne YouTube. Et enfin, si vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas, on sera à votre disposition. Alors, on va commencer tout de suite par une petite présentation. Je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Toox, je suis également expert comptable, et c'est moi donc qui va avoir le plaisir de vous parler justement des créations de SASU. Bonjour Brice, là je reconnais, hier tu étais là Brice. Alors concrètement, avant de commencer, on va quand même parler juste d'une petite chose, c'est quoi une SASU ? Ou une SAS, ou une SARL, ou une URL. C'est quoi ? Eh bien, c'est une société à part entière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, alors je vais faire dans l'autre sens parce qu'à chaque fois, pour moi, c'est bien évidemment opposé par rapport à vous. Vous avez votre patrimoine privé, ça c'est vous en tant que personne physique, et parallèlement, vous avez la société. Et vous avez vu que j'ai mis une barre entre les deux pour bien séparer les deux patrimoines. Pourquoi séparer les deux patrimoines ? Parce que tout simplement, d'un côté, j'ai une personne physique et de l'autre, j'ai une personne morale. Ce sont deux entités différentes et c'est pour ça que quand on crée une société, vous donnez naissance à une personne morale. Alors, c'est pas la même chose que donner naissance à une personne physique, bien évidemment, mais vous allez vite vous apercevoir que quand vous allez commencer à exercer votre métier, vous direz mon bébé, entre parenthèses, vous voyez qu'il y a quand même une certaine analogie avec la naissance d'un être humain. Là, c'est une naissance d'un être moral. Alors, on va vous parler maintenant, je vais vous parler en fait des 6 étapes et vous allez voir, bien évidemment, que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous parler des choses qui sont les plus importantes, celles en tous les cas, qui doivent vous dire, si je passe à côté de ça, je passe à côté de tout. Première étape, c'est les statuts, ce sont le choix fiscal, c'est le dépôt du capital, c'est le journal d'annonce légale, c'est le centre de formalité des entreprises et c'est le fameux cabis qu'on obtient. On va rentrer dans chacune de ces étapes, certaines c'est la rigolade. D'autres, au contraire, il faut faire vraiment très attention. Mais je voulais vous faire voir un peu le panorama de ce qu'on pouvait trouver quand on voulait créer une société. Alors, on commence par la première chose, ce sont les statuts. Alors, les statuts, c'est quoi ? Eh bien, les statuts, c'est un contrat. C'est un contrat que vous allez passer avec vous-même, si vous êtes en SASU, ou avec vos associés, et c'est un contrat que vous passez avec l'extérieur. En fait, les statuts, ça pourrait s'appeler contrat de la vie de la société entre associés. Voilà comment ça pourrait être à l'intérieur. Et les statuts, généralement, ça fait à peu près 20-30 pages à peu près, et on va retrouver des grands éléments, ce qu'on appelle les clauses. La clause numéro 1, la clause numéro 2, etc., ou les articles aussi, on appelle ça des statuts. Et donc, c'est une étape essentielle dans laquelle il ne faut pas se gourer, d'accord ? Alors, il y en a 4 grandes, on va dire ça. C'est la raison sociale, et vous allez vite comprendre pourquoi il ne faut pas se gourer dans la raison sociale. L'objet social, c'est-à-dire la nature de l'activité que l'on fait. Ensuite, on va aborder le capital fixe ou le capital variable et son montant. Et puis, on va aborder un point hyper important que tout le monde passe à côté, c'est la date de clôture et la durée de l'exercice. Allez, c'est parti, on y va pour la raison sociale. Alors, premièrement, la raison sociale, c'est un petit peu le nom de famille de votre société, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez l'appeler comme vous avez envie, mais vous allez devoir faire très attention à ce que le nom
ne soit pas déjà pris à l'INPI. Si le nom est protégé, c'est mort. Hein. Bien évidemment, si c'est mort, dans la même classe, puisque quand on veut protéger un nom, quand quelqu'un veut protéger son nom, il va à l'INPI et il va le protéger en autant de classes qu'il a envie. Ce qu'on appelle les classes, c'est par exemple, je suppose, bon, si je suppose pas, c'est une certitude que Starbucks a dû se mettre dans la classe, par exemple, nourriture. Alimentation, ça veut dire que si demain vous voulez ouvrir, vous, un café, ne l'appelez pas Starbucks parce que vous êtes à peu près sûr et certain que dans les quelques jours qui viendront, eh bien, ils viendront vous appeler. Si vous voulez ouvrir une boîte informatique, n'allez pas l'appeler Apple. On avait un client un jour qui avait créé sa société par ses propres moyens. Il avait appelé Apple O, avec un O. On s'est parlé au téléphone, je lui ai dit, je pense que dans un mois, vous allez avoir un avocat d'Apple qui va vous téléphoner. Je me suis complètement trompé. 3 jours après, l'avocat d'Apple envoyait une lettre recommandée indiquant que s'il n'enlevait pas dans la semaine qui venait le nom, eh bien, il allait saisir le tribunal. Et autant vous dire que s'attaquer à Apple, c'est carrément une mission totalement suicidaire. Donc, vous voyez, c'est un point qui est très important. Donc là, je vous ai parlé du réseau social, c'est le nom qui figure en bas et qui peut être aussi le nom de l'enseigne. Mais vous pouvez également choisir d'avoir un autre nom, une enseigne commerciale. Par exemple, on sait que Johnny Hallyday, c'était pas son vrai nom, c'était son nom d'enseigne. Eh bien, vous, ça peut être pareil. Vous pouvez très bien avoir la raison sociale. Par exemple, vous appelez Monsieur Dupont et dire que votre société s'appelle Dupont SAS, mais avoir une enseigne commerciale qui n'a strictement rien à voir. C'est comme ça que, par exemple, quand vous allez dans un McDonald's qui est à franchiser, eh bien, si vous allez dans un McDo et que vous voyez le ticket, généralement, il y a le nom de la raison sociale, mais pour autant, l'enseigne commerciale, c'est bien McDonald's. Donc, vous comprenez effectivement qu'on a une seule raison sociale, comme on ne peut avoir qu'un seul nom de famille, mais on peut avoir plusieurs enseignes. Ce n'est pas impossible. Il suffit juste de les déclarer, non pas au niveau des statuts, mais on peut le déclarer carrément simplement sur la M0. C'était quelque chose qui est quand même relativement simple. Et si on a besoin de le faire évoluer avec une M2, c'est-à-dire une déclaration modificative pour le greffe du tribunal de commerce, eh bien, on peut rajouter plusieurs noms commerciaux si ça vous fait envie. Voilà. Ça, c'était la raison sociale. Sur le deuxième point important des statuts, on va pouvoir voir autre chose, c'est l'objet social. Donc, l'objet social, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est l'activité que vous pouvez avoir en tant que société. Donc, c'est un point qui est très important. Pour autant, il faut avoir un système, si vous voulez, d'entonnoir à l'envers. Pourquoi? Parce que tout simplement, de cette activité va naître votre code NAF, d'accord? Donc, c'est un point qui est important. Ça veut dire que si vous voulez être reconnu par tout simplement l'INSEE et d'avoir le bon code NAF, le bon code d'activité, commencez par la première activité que vous voulez. Par exemple, si vous êtes consultant de gestion pour des entreprises, eh bien, il faut noter ça. Mais ça ne vous empêchera pas, effectivement, après, de donner quelque chose d'un petit peu plus large, du style formation continue, parce que demain, peut-être que vous ferez la formation. Peut-être, c'est pas une certitude. Et puis après, vous pouvez marquer aussi placement de trésorerie et projet dans l'immobilier financière, de l'immobilier tout court. Pourquoi? Parce que demain, rien ne vous empêchera comme ça de prendre des participations dans des sociétés civiles immobilières ou même de noter animation de telle façon à ce que demain, si votre société devient une holding, elle pourra gérer cette situation. Donc, vous voyez, c'est un système qui est d'abord très étroit et qui après va venir petit à petit. Alors, quand votre code NAF va arriver, pas d'inquiétude. Si le code NAF ne vous convient pas, vous prenez le téléphone, vous envoyez un petit mail sur l'INSEE, vous allez leur expliquer que l'objet social n'est pas le bon et que le code NAF, il faut le changer. C'est un point qui est très important, hein, qu'on soit très clair, parce que au début, on se dit, ah, c'est pas grave, mais le jour où vous avez un salarié, si le code NAF est le mauvais, eh bien, du coup, vous aurez la mauvaise convention collective, ce sera un enfer. Donc, assurez-vous, quand vous recevrez votre cabis et que vous recevrez ensuite le code NAF qui est attaché, à ce que ce soit le bon.
Je vois Nicolas qui me pose une question. Bonjour Nicolas, est-ce que la déclaration à l'INPI est-elle un prérequis fortement conseillé? La réponse est Nicolas, tu dois vérifier si le nom n'est pas pris. Ça, c'est clair et net. Et l'INPI, il y a un truc qui s'appelle base INPI, un base marque INPI. Tu vas vérifier, ça c'est impératif. Je vous invite d'ailleurs à taper un peu sur Internet pour voir. Alors, c'est pas parce que le nom est pris par quelqu'un d'autre, s'il n'est pas déposé auprès de l'INPI, il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser. Maintenant, Nicolas, on imagine que ton nom, eh bien, tu veux conserver, tu veux que personne d'autre le prenne. C'est le cas de Doux. Par exemple, nous, on a protégé notre nom, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Mais si quelqu'un avait eu le nom Doux avant nous, c'est pas parce qu'on l'aurait protégé à l'INPI qu'on aurait pu lui dire « va enlever ton nom ». C'était pas possible. Il y a quand même une priorité à l'antériorité. Par contre, si quelqu'un d'autre venait à s'amuser à prendre le nom Doux, clairement, on irait l'attaquer. Et on lui dirait, bah non, tu vas enlever ton nom parce que on l'a protégé, c'est notre propriété intellectuelle, et on peut montrer qu'on l'utilise de façon permanente. Parce que quand la personne attaque, il faut montrer en plus qu'on l'a utilisé à proprement parler. Donc voilà, Nicolas, le point. Brice, pour le nom de la société, si je l'appelle Toto, non réservé à l'INPI, et que 2 mois après, quelqu'un réserve ce nom, est-ce qu'on peut me demander de changer de nom? Non. Si tu n'as pas déposé à l'INPI, par exemple, et tu t'appelles Toto, on imagine, et que quelqu'un dépose Toto, eh bien, on ne pourra pas te dire faut changer parce que tu auras l'antériorité du nom. Donc, pas d'inquiétude. Alors, il est certain que nous ne nous voilons pas la face. Si maintenant, tu as inventé un nom, je dis n'importe quoi, mais franchement n'importe quoi, tu protèges le nom, par exemple, PS6, pour PlayStation 6, par exemple, autant te dire qu'avant, ça pourrait ne pas faire plaisir à Sony, qui pourrait dire que tu as anticipé et qu'il y avait une notion de malveillance dedans, d'accord? Par contre, si tu choisis un nom et que quelqu'un d'autre le prenne derrière, alors tu ne pourras pas empêcher la personne de lui dire bah non, je ne veux pas, mais par contre, effectivement, lui ne pourra pas empêcher ton nom. Maintenant, Brice, juste un petit point, c'est pas parce que tu déposes un nom que pour autant, il n'est pas protégé. C'est complètement fou, mais imagine que, donc on reprend le nom Toto que tu utilisais, tu dis finalement je dépose l'INPI, 6 mois plus tard, tu as quelqu'un d'autre qui vient le déposer, eh bien l'INPI prend l'argent. Il se pose strictement aucune question. En fait, l'INPI, c'est un lieu d'enregistrement. Il ne vérifie rien. Alors, ils disent qu'ils vérifient, c'est complètement faux et archi faux. Il ne vérifie rien. Moralité, ce sera à toi de vérifier. Tu devras faire une surveillance, en fait. Tu as des gens qui sont spécialisés, qu'on appelle des conseils conseils en nom. Ça porte un nom précis qui est de de la propriété industrielle, j'y arrive, excusez-moi. Et dans ces cas-là, tu peux lancer quelque chose qui va te permettre que si quelqu'un vient à déposer le nom, tu pourras l'attaquer derrière. Voilà. Voilà donc, Brice, ce point. Donc, je reviens à l'objet social. On avait terminé sur l'objet social. Alors, Brice, INPI, voilà, passer par un avocat pour ça. Alors, ça ne s'appelle pas des avocats, ils ont la même formation, c'est exactement pareil, mais c'est des conseillers en propriété industrielle. Tu as des gens remarquables qui font ça. J'ai des noms en tête, si vous voulez, je pourrais vous en donner à la fin d'ailleurs. Maintenant, on va parler du capital fixe, variable et de son montant, d'accord? Alors, pourquoi je parle de cela? Parce qu'un capital peut être fixe, mais il peut être variable. Alors, c'est quoi un capital fixe? C'est un capital, par exemple, tu décides que c'est 100 euros. Bon, voilà, ça fait 100 euros. Demain, pour une raison X ou Y, tu décides que tu veux le passer à 1000. Eh bien, dans ces cas-là, il faudra faire une assemblée générale extraordinaire, modification des statuts, journal d'annonce légale, modification greffe du tribunal de commerce, pour que ça puisse passer à 1000. Ça, c'est la première version, c'est celle qui est utilisée par tout le monde. Autre version possible, qui est en fait le dérivatif de ce qui existe dans le monde coopératif, notamment les coopératives agricoles où les associés vont, viennent et s'en vont aussi par la même occasion. Et donc là, on peut créer un capital dans lequel on va dire, je fais un capital à 100 euros et jusqu'à 1000 euros,
eh bien, ça ne change pas. C'est-à-dire que jusqu'à 10 fois, je peux faire varier mon capital, mais uniquement qu'à la hausse. Je ne peux pas le rediminuer sans avoir à modifier mon capital. Donc, si je fais 1000, je peux aller jusqu'à 10 000. Si je mets 10 000, je peux aller jusqu'à 100 000 et je n'aurai pas besoin de faire de modifications. Pas d'assemblée générale extraordinaire, pas de greffe, pas d'annonce légale, pas de frais, juste une assemblée générale extraordinaire qui ne sera même pas publiée, mais qui fera varier le capital. Alors, vous allez tous me dire, pourquoi tout le monde ne choisit pas le capital variable? Parce que ce n'est pas nécessairement un plus si vous êtes seul, que votre capital est suffisant. Pourquoi s'enquiquiner à le faire? Bon, je sais que beaucoup de banques aussi refusent le capital variable. Enfin, les banques, les néobanques notamment, qui ont beaucoup de mal avec le capital variable. Alors, je sais que c'est en train de changer et qu'elles sont en train d'adapter maintenant et accepter le capital variable. Deuxième question, effectivement, maintenant, c'est le montant. Le montant du capital, quel montant on met? Est-ce qu'on met 1 euro? Est-ce qu'on met 100 euros? Est-ce qu'on met 10 000? Est-ce que je mets 100 000? Est-ce que je mets 1 million d'euros? Alors, premièrement, le capital, il peut être libéré en plusieurs fois. Vous pouvez très bien dire, je fais qu'un capital à 10 000 euros, je suis en SASU, je donne 5 000 et le reste, je le donnerai dans un certain délai. C'est une mauvaise solution. Disons les choses clairement. Pourquoi? Parce que je rappelle que le capital, pour pouvoir bénéficier du taux d'impôt sur les sociétés à 15%, il faut que l'intégralité du capital soit libérée. Donc, soit vous avez la possibilité très rapidement de donner la totalité de l'argent et pourquoi pas faire une libération en plusieurs étapes, mais si ce n'est pas le cas, ne vous enquiquinez pas à faire déjà un capital en plusieurs fois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, au niveau du montant, ne nous voilons pas la face, ça ne sert à rien de faire un gros capital. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que, OK, vous pouvez apporter de l'argent dans votre société, mais quand votre société ira très bien, eh bien, il faudra récupérer cet argent. Alors, vous aurez deux solutions. Soit vous avez mis l'argent en compte courant d'associé, c'est-à-dire que quand je mets de l'argent, je peux mettre 100 euros, par exemple, de capital, ou 500, ou 1000. Bon, la bonne somme, c'est 1000, 2000 euros, à peu près. Comme ça, vous êtes peinard. 3000, c'est encore mieux, bien évidemment. Ça fait mieux vis-à-vis du reste. 1 euro, ça fait un peu Mickey. Donc, n'ayez pas peur de mettre quand même au moins 1000 ou 2000 euros, histoire de rembourser vos frais de greffe que vous avez avancés, etc., etc. Mais ça, je pense que c'est super important. Et le reste, si vous avez besoin d'avoir plus d'argent, mettez-le et on le mettra dans ce qu'on appelle, nous, dans un compte courant d'associés. C'est totalement géré par Doux et c'est de l'argent qui va pouvoir être utilisé par la société, bien évidemment. Mais le jour où vous avez besoin de récupérer cet argent, un simple virement est suffisant. Parce que si vous avez tout mis en capital, eh bien le problème, vous ne pourrez pas sortir de l'argent. Vous serez obligé de vous donner soit des dividendes et donc d'attendre la fin de l'exercice, soit de vous donner un salaire et dans ces cas-là, il y aura des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez qu'il faut être capable de doser toujours son effort dessus. Donc si je récapitule, 1000, 2000, 3000, c'est amplement suffisant. Si vous n'avez pas de gros fournisseurs, si vous n'avez pas un banquier qui va vous demander de faire un effort sur votre capital, parce que vous savez, souvent, les banquiers, quand vous demandez un capital, de demander un emprunt, ils vont vous demander de faire des efforts supplémentaires, c'est-à-dire d'apporter un gros capital. Dans ces cas-là, il faut mieux dire, j'apporte un capital moyen et je fais une convention de blocage des comptes courants, ce qui revient à la même chose pour un banquier, mais qui vous permettra un jour de vous rembourser. Donc voilà mon opinion sur le montant du capital. Alors, Nicolas, le capital, ça ne sert à rien. Ouais, ça dépend quand même de type de boîte. Si on veut prétendre à des aides, bourse, bien évidemment, prêt d'honneur, on est tout à fait d'accord. Ou le compte courant d'associé pris en compte de la même façon que le capital social. Alors, Nicolas, bien évidemment, il faut tempérer ce que je dis, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas, que lorsque tu te lances dès la première année, eh bien, le montant du capital aura une incidence, bien évidemment, notamment sur les prêts d'honneur, les BPI, etc. Mais tu remarqueras que c'est jamais des grosses sommes qui te filent. Donc, c'est pour ça que 3 000 euros, généralement, c'est largement suffisant. Ensuite, Nicolas, ce qu'il faut vraiment avoir en compte, c'est que demain, tu vas faire, par exemple, un prêt initiatif BPI, puisqu'on est en train de parler de BPI. Eh bien, comme ils ne pourront pas, ou tu veux faire un PGE, par exemple, eh bien, ils te donneront en fonction de tes capitaux propres. Alors, il est certain
que si tu as énormément d'argent et que ta boîte a besoin d'avoir un gros capital parce que tes financiers peuvent te prêter en fonction de ton capital, oui, ça marche. Mais là, mon aptitude, c'est de discuter de SASU, d'accord? C'est de parler en fait la vérité de ce qui se passe pour la plupart des personnes aujourd'hui. Tout le monde ne lance pas une start-up, tout le monde n'est pas dans une scale-up, tout le monde ne lance pas des projets faramineux. La réalité, c'est que souvent, on se lance dans un capital avec 1000, 2000 euros, on essaye de faire tant bien que mal 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires, on n'aura pas d'aide particulière, et donc c'est vrai que c'est important. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas, qu'aujourd'hui, les PGE se donnent avec le montant du capital, mais les capitaux propres, et c'est pour ça que je voulais dire, c'est que la BPI tiendra compte de tes résultats que tu as pu faire et tienne compte également du compte courant que tu peux aller mettre dans ce qu'on appelle le quasi-fonds propre. D'où l'intérêt parfois d'ailleurs de mettre un capital variable qui te permettra de pouvoir coller, si besoin était, tes comptes courants à l'intérieur. Donc oui, je suis d'accord, Nicolas, mais encore une fois de plus, la plupart des personnes qui sont intéressés par cette typologie d'argent en fait qui ne dort pas, qui est utilisé par le biais du capital, sont avant tout effectivement des personnes qui vont avoir un rapport particulier avec les financiers, bien évidemment. Voilà. Et voilà, Nicolas. Bon, voilà. Bon, autant te dire effectivement que dès qu'on lance une startup, on est nécessairement sollicité. Je comprends très fortement ta suggestion et c'est très bien de le dire. Brice, si je mixe deux activités, e-commerce, consultant, oui. Quel code NAV dois-je mettre, sachant qu'à terme, l'activité consulting sera prédominante? Mais consultant, je pense que ça peut être assez sympathique. Ça te permettra notamment d'avoir peut-être un petit peu plus d'aide, d'ailleurs pour la petite histoire, que si tu es e-commerçant, bien évidemment. Le e-commerce passant en second si tu es dans cette typologie de situation. Voilà. Et j'ai vu Sébastien qui me posait aussi quelle est l'incidence des noms de domaine. Il me semble qu'en France, une marque peut réclamer un tiers son nom de domaine en .fr. Non, tu ne peux pas, Sébastien. Tu peux éventuellement le réclamer. Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il faut être fait. Mais si quelqu'un l'a déjà pris, tu vas voir que ça se négocie. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris un jour que Fiat 500 avait été déposé, .fr, je crois, a été déposé par une association nostalgique des vieilles Fiat 500. Et donc, il y a eu une négociation entre Fiat, lorsqu'il a relancé sa Fiat 500, les nouvelles, et cette association pour récupérer les Fiat 500.fr ou .com, je ne sais plus ce que c'était très exactement. Voilà. Bon, donc voilà donc le point. Alors, Sébastien, même s'il y a un dépôt de marque, mes cours de droit de marque sont loin. Alors, quand tu as un dépôt de marque, tu peux toujours demander, mais tu vas voir que tu vas être bloqué. Les choses ne sont pas aussi simples. Tu seras obligé de passer par un avocat. Et si le mec il prend un avocat, tu vas voir que ça va être extrêmement complexe. D'autant plus que rien ne t'interdit de prendre un autre nom. Donc oui, les points .fr en théorie sont réservés. En pratique, c'est excessivement difficile de les avoir. Excessivement difficile. D'où la raison, effectivement, parce que la personne peut invoquer l'antériorité et là, tu seras totalement coincé. Donc, le plus simple, c'est bien évidemment de les protéger dès qu'on a le nom. Voilà. Tony, dans le cadre d'une holding en SASU, un capital entre 1000 et 3000 suffit également. Alors, oui, alors, Tony, deux choses. Deux possibilités quand tu vas créer ta holding. Là, il y a une question de stratégie d'ailleurs, Nicolas. Je pense que ça peut t'intéresser. Souvent, quand on lance une activité, rarement on crée tout de suite la holding. Bon, ça, c'est rare en règle générale. On peut le faire, bien évidemment. Et si tu le fais, si tu veux créer tout de suite ta société holding, bon, dans l'absolu, que ce soit 1000 ou 3000, ça ne changera pas fondamentalement les choses parce que, mais qu'on ne se voile pas la face, que vous ayez 1000, 3000 ou 10 000, ça ne change rien. Quand on commence à taper un peu plus fort, on est en train de parler de 30, de 50 ou de 100 000 euros. Voilà de ce qu'il s'agit. Et je vais vous expliquer l'astuce suprême, entre parenthèses, c'est que dans ces cas-là, fais fructifier ton entreprise et ensuite, tu vas apporter les titres de ta société en faisant une valorisation. Et tu vas utiliser un article du Code général des impôts, je crois que c'est l'article 150 octies du CGI, qui est un régime de faveur et qui va te permettre en fait de valoriser ta société. Tu vas dire par exemple ma boîte vaut
300 000 euros. Et quand tu apporteras tes titres, eh bien, le capital de ta holding fera 300 000 euros. Donc là, tu vois, Tony, tout de suite, ça prend du volume. Tu vois, on n'est plus en train de parler de 1000, 2000 ou 3000 euros. Et dans ces cas-là, en important, eh bien, le jour, Nicolas, par exemple, où tu feras rentrer des investisseurs, eh bien, tu auras déjà une valorisation qui sera très haute à l'intérieur. Alors, ça ne se fait pas comme ça dans un claquement de doigts. Il faut faire une assemblée générale extraordinaire, il faut faire un apport, ce qu'on appelle un traité d'apport. Et puis ensuite, il faut nommer un commissaire aux apports qui va vérifier effectivement que le montant du capital qui est émis, c'est au moins qu'il y a au moins la valeur qui est apportée, quoi. Voilà, c'est relativement simple, puis parfois un petit peu complexe parce qu'il faut s'adresser à des commissaires aux apports qui vont comprendre en fait la valorisation d'une société. Parfois, c'est un peu compliqué, notamment dans les startups, parce que une startup, par définition, c'est toujours un peu complexe de connaître la valeur de la boîte. Alors, je continue sur le quatrième point le plus important dans les statuts, c'est la date de clôture et la durée de l'exercice. On va se livrer une petite expérience. Vous allez voir. Si je vous fais voir ça, vous allez me dire, ah bah ça c'est un bouquin, d'accord? Si je vous fais voir ça, vous allez me dire, oh bah c'est une tranche, c'est un espèce de rectangle. Pour autant, eh bien, vous avez un livre, d'accord? Et donc, une société, c'est une photo à un moment donné. Et qu'on prenne la photo effectivement du bouquin dans son grand ou qu'on prenne la tranche, c'est bien la même chose, sauf que la vue va être différente. Alors pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, en fonction de la date de clôture, eh bien, on va avoir une photo différente de la société. Et comme le monde est un monde d'images, selon la gueule que vous allez donner à votre bilan, avec la date de clôture que vous allez choisir, eh bien, ça changera tout. Je vais prendre un exemple. Comme on est bientôt Noël, je ne parle pas de la période du Covid qui a quand même largement complexifié les choses pour les magasins de jouets, mais imaginez que vous soyez un magasin de jouets, d'accord? La pire des dates qui pourraient être choisies serait, par exemple, de choisir le 30 novembre. Pourquoi? Parce que le stock serait gigantesque, donc déjà, c'est très chiant de faire l'inventaire physique. Deuxièmement, vous auriez, dans ce qu'on appelle une analyse de gestion, le besoin en fonds de roulement, beaucoup de stock, pas de trésorerie parce qu'on a payé tous les fournisseurs, et les ventes ne sont pas encore faites, puisque les gens achètent principalement sur le mois de décembre. Et donc, la tête du bilan serait juste infernale. Ça ressemblerait presque à un dépôt de bilan. Vous clôturez maintenant la même boîte au 28 février. 28 février, le stock il est au plus bas puisque le 31 décembre, enfin le 24 décembre et le 25 sont passés. Vous avez fait aussi la période des soldes. Donc du coup, le stock est au plus bas. Donc déjà, c'est plus sympa pour aller contrôler. Vous avez rentré un max d'argent. Vous n'avez pas lancé vos commandes et votre bilan, il paraît fantastique. Alors vous allez me dire quelle date de clôture on doit choisir. Eh bien, on doit choisir une date de clôture qui va rendre le bilan sexy. Et de telle façon à ce que ça puisse aussi être une activité dite économique. C'est pour ça que le 31 décembre, c'est la pire des dates, parce que en fait, dans la réalité, ça ne coïncide jamais avec une activité. Si par exemple j'ai une activité de formation, eh ben faut se démerder pour clôturer au 30 juin, au 31 juillet ou au 30 août, mais certainement pas au 31 décembre. En plus, je vais vous donner le deuxième problème de la date de clôture. Si vous choisissez au 31 décembre, c'est la date à laquelle vous allez, vous, être confronté à votre propre imposition à titre personnel. Et je rappelle, en France, l'imposition sur le revenu est au 31 décembre. Prenons un exemple pour être concret. Vous décidez, par exemple, vous vous apercevez, vous avez une SASU, vous avez une SARL, peu importe, vous décidez effectivement que comme votre résultat fiscal est très important au 31 décembre, vous vous fixez une prime. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous allez diminuer votre impôt sur les sociétés, mais en contrepartie, vous allez augmenter votre impôt sur le revenu, puisque comme les deux coïncident avec le 31-12, c'est complètement mort. Maintenant, vous clôturez au 31 mars, que se passe-t-il? Eh bien, vous vous donnez une grosse prime, vous cassez l'impôt sur les sociétés, puis après, vous avez 9 mois pour diminuer votre salaire afin de réduire votre imposition sur le revenu, puisque vous avez 9 mois pour y agir. Donc, le 31 décembre, n'ayons pas peur des mots, c'est le mois le moins bon pour la clôture d'une société. Il y a juste un intérêt, un seul, pour les gens qui font du crédit d'impôt recherche ou
la date de clôture peut être intéressante parce qu'elle va coïncider avec le crédit d'impôt recherche. Mais pour tous les autres, c'est mort. Il faut oublier cette date du 31 décembre. Ça, c'est le premier point. La durée de l'exercice. La durée, là, il faut être un peu rusé, entre parenthèses. Prenons un exemple pour être précis. Si vous avez une activité qui démarre tout de suite très très bien et que vous voulez retirer de l'argent et que vous avez l'ARE, je rappelle, l'aide au retour à l'emploi, qui vous interdit de vous donner des salaires, enfin, il ne vous interdit pas, mais en tous les cas, vos ARE seront diminués si vous donnez des salaires, ça peut être une ruse en étant en SASU ou en SAS de récupérer de l'argent par le biais de dividendes qui va compléter votre ARE. Et dans ces cas-là, si vous avez besoin d'argent rapidement et que votre société va bien, faites une durée d'exercice plutôt courte pour récupérer tout de suite vos dividendes. Sinon, vous n'avez pas le droit. Je rappelle, il faut clôturer une première exercice pour récupérer des dividendes. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous ne cherchez pas spécialement à avoir des dividendes, et puis que vous avez écouté un de webinaires qui parle de la rémunération et de l'optimisation, et que vous comprenez qu'il y a d'autres astuces pour se rémunérer dans la vie, eh bien, vous pouvez choisir de faire un exercice plus long. Pourquoi ? Parce que plus votre exercice sera long, le premier exercice, meilleur sera votre résultat. Et vis-à-vis du banquier, vis-à-vis des tiers extérieurs, du coup, ça fait vachement bien. Vous avez un beau résultat, tout va bien, et vous êtes le roi du pétrole parce que vous avez présenté un beau bilan. Donc voilà très exactement ce qui peut être intéressant de faire sur les dates de clôture dans votre exercice. Alors Tony qui dit, j'ai cru qu'il était mieux de créer sa holding au début car plus économique lorsqu'on vise un modèle holding SI. Oui, tout à fait, Tony, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'ai même dit au cours de la holding. Si on a une certitude de vouloir faire des choses et qu'on n'a pas besoin de vouloir gonfler à mort, oui, ça coûte beaucoup moins cher de faire sa holding et de faire sa société. C'est d'une évidence totale et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu as envie, par exemple, effectivement, de vouloir avoir un très gros capital au sein de ta holding par la ruse que je t'ai, enfin une ruse qui est légale, qu'on soit tout à fait d'accord, eh bien dans ces cas-là, peut-être qu'il faudra attendre plutôt 2 ans pour pouvoir le faire. Tu vois, voilà le genre de choses. Mais je suis tout à fait d'accord, Tony, quelqu'un qui n'en a rien à faire, qui ne va pas faire augmenter son capital ou autre chose et qui a envie tout de suite d'avoir un format, j'ai une société holding, j'ai une société d'exploitation et je m'empresse de faire une société civile immobilière dans laquelle je vais faire transiter des fonds gratuitement qui va me permettre d'améliorer mon patrimoine immobilier. Oui, Tony, ouais, il faut y aller tout de suite directement. Voilà. Alors, on revient au point. J'avais parlé des statuts qui étaient la première grande étape. Je parle rapidement du choix fiscal qui va se faire. Et le choix fiscal, eh bien, il se fait entre 2 grands modes, soit l'impôt sur les sociétés, qui est le principe de toutes les SAS et des SASU, ou des SARL d'ailleurs à l'IS, et on peut opter à l'impôt sur le revenu. Alors, opter sur l'impôt sur le revenu, c'est une option qui se fait dans les 5 ans qui suivent la création de la société. Soit on le fait tout de suite, soit on peut attendre 5 ans pour pouvoir le faire. Et dès qu'on exerce cette option, eh bien cette option, elle est valable 5 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si au bout d'1 an, je me suis aperçu que c'était pourri et qu'il fallait surtout pas que je fasse un impôt sur le revenu, je reviens à l'IS et les 4 années que je n'ai pas utilisées, elles sont perdues définitivement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Deuxième grand point, c'est souvent vos questions. Est-ce que je me mets en régime réel normal ou régime réel simplifié? Et en matière de TVA, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est vrai que quand on regarde la déclaration M0, et puis même d'ailleurs les explications, on se dit, voilà, là, il y a des mecs super futés qui ont été réfléchir à ce genre de choses. Il n'en est rien. Alors, vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Première étape, Nicolas, quel intérêt de choisir IS ou IS? On va revenir dessus rapidement. Alors, l'IS, déjà, c'est pas l'option, c'est simplement ses principes, d'accord? L'impôt sur le revenu, ça peut avoir un intérêt. J'ai un webinaire sur 1 heure, mais je vais en 2-3 mots te préciser. Premièrement, si tu fais des gros emprunts sur ta SASU, tu oublies l'IR, d'accord? C'est aussi simple que ça parce que l'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on appelle une sorte de translucidité. C'est comme si la SASU ne payait pas d'impôt, c'est toi qui vas les payer. Or, pour payer et rembourser tes emprunts, eh bien, il faut avoir de l'argent, il faut du bénéfice.
Et en IR, tu es taxé sur tes bénéfices dans ta déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, si tu fais beaucoup de bénéfices, tu vas te retrouver massacré au niveau de ton imposition personnelle. L'IS sera bien meilleur. Par contre, si tu te trouves dans une zone franche, dans une zone rurale, que tu as 10 enfants et que tu payes peu d'impôts, l'impôt sur le revenu peut avoir un intérêt. Peut avoir un intérêt. Je ne dis pas qu'il aura nécessairement un intérêt. Il y a des calculs à faire, en tous les cas, qui sont toujours très intéressants, mais ça peut être intéressant. Il y a quand même un risque actuellement, c'est que Bercy est en train de travailler actuellement sur le moyen pour aller taxer un peu davantage les SS à l'impôt sur le revenu. Voilà. Brice, sur mon espace Doug, j'ai ce message concernant la date de clôture, à savoir la date de clôture devrait-elle différente 31 pour optimiser vos programmes, nous vous conseillons de choisir 31/12/2021. Eh bien, part du principe, alors 2020 surtout pas, puisque c'est là maintenant. Alors Brice, tu auras deux choix. Soit tu attends le mois de janvier pour créer ta société, et là tu auras tous les choix, mais la meilleure date, je te l'ai donnée, on en rediscutera, ce 30 septembre 2021. C'est parfait et j'expliquerai tout à l'heure en conclusion. Je continue pour le faire, pour ne pas me dévier, on en rediscutera tranquillement. Donc, premièrement, sur l'option fiscale, je vous disais, dans le régime d'imposition, choisissez nécessairement le mode simplifié. Ça veut dire quoi? Ça ne change rien pour vous. C'est simplement que si vous êtes à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, peu importe, vous choisissez en mode BIC le régime d'imposition simplifié. C'est pas que c'est obligatoire, c'est la meilleure formule, c'est celle qui vous conviendra le mieux, c'est là où il y a tous les avantages réunis, une IAS fiscale plus simplifiée, entre parenthèses, moins de paperasse, moins d'informations à communiquer, ce qui n'est pas plus mal, et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et le régime réel normal, c'est un régime quand on commence à faire beaucoup de chiffre d'affaires, c'est des grosses liasses de TVA, etc. Donc, impérativement, choisissez le régime simplifié, et le jour où votre chiffre d'affaires explosera, obligatoirement, vous devrez passer sur un régime réel normal. Ça, c'est le régime réel d'imposition. Sur la TVA, vous remarquerez que je n'ai pas rayé l'un ou l'autre. Pour faire ultra simple, vous avez deux régimes de TVA. Vous avez le régime simplifié et le régime réel. Alors, TVA simplifié, ça veut dire que dans tous les cas de figure, on payera la TVA. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Sauf qu'il y en a une, on paye en 3 fois, 2 acomptes et une régularisation. Donc, si vous aimez la simplicité, si vous vous sentez à l'aise de payer une fois tous les 6 mois, le mode TVA simplifié, c'est nickel. OK, ça ira très, très bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisit le TVA réel? Alors, soit parce que c'est obligatoire, parce qu'on a dépassé un certain seuil du chiffre d'affaires. Donc, obligatoirement, on doit passer au réel normal. Bon, comme ça, au moins, c'est réglé. Mais ça, vous le savez qu'un an après avoir lancé votre activité. Soit, deuxième chose, vous pouvez vous lancer tout de suite à faire du réel normal parce que vous savez que vous avez une activité qui sera nécessairement avec des crédits de TVA. Par exemple, vous êtes maçon, vous bossez pour des grosses sociétés, vous devez payer la TVA, mais vous ne facturez pas la TVA, si bien que vous serez systématiquement avec des crédits TVA. Donc là, ça a un intérêt de faire du réel normal parce que tout simplement, vous allez récupérer tout de suite votre TVA en crédit TVA tous les mois, chose qui ne sera pas possible avec le régime simplifié. Deuxième possibilité, vous vous êtes lancé et immédiatement, vous avez acheté, mais je ne sais pas moi, 20 Apple, enfin 20 Mac, vous avez un max de TVA déductible sur immobilisation. Et là, ça peut valoir le coup d'être en régime réel parce que le remboursement de TVA arrivera plus rapidement puisque comme ce sera tous les mois que vous serez obligé de faire votre TVA, eh bien, vous ne pourrez demander tous les mois un remboursement de crédit TVA, chose que vous ne pourrez pas faire avec le régime simplifié qui vient une fois tous les 6 mois. Donc, voilà, en fait, les raisons qui pourront vous faire privilégier soit le régime simplifié, soit le régime réel en matière de TVA. D'accord? Et pour le régime d'imposition, on oublie, c'est nécessairement du simplifié. Voilà. Brice, ce sera tout à l'heure, je répondrai à ta question. On continue. Rapidement, dépôt du capital, je fais ultra simple, c'est obligatoire, même si vous faites avec 1 euro, il faut que ce soit déposé dans une banque. Ça peut être une néobanque comme Conto, par exemple, ou comme Shine, comme ça je cite deux, comme ça je ne fais pas trop de publicité. Ça peut être une banque traditionnelle, comme le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais.
Voilà. Et puis, vous êtes obligé de déposer l'argent et la banque va vous donner une petite attestation comme quoi l'argent a été déposé, ce qui est le document qui est nécessaire pour faire le nécessaire. Obligation aussi d'un journal d'annonce légale, c'est une sorte de banc de mariage, je ne sais pas comment il faut traduire. C'est publié dans un journal qui est censé être lu par celui qui veut bien le lire. Bon, ça coûte cher, bon, c'est comme ça, et c'est une obligation totale. Et ne cherchez pas, les prix sont tous à peu près identiques, puisque le prix est arrêté par arrêté préfectoral selon la région où vous trouvez. Donc Paris, c'est ce qu'il y a de plus cher. Si vous trouvez dans la Creuse, ça reviendra moins cher, bien évidemment, mais on publie obligatoirement dans le lieu du siège social. Ensuite, il faut aller dans un centre de formalité des entreprises qui peut être soit la CCI, soit la Chambre des métiers. Alors, il y en a plus, mais je ne veux pas vous parler de l'agriculture, de l'URSSAF et tout le soin. On va parler des deux plus gros. Chambre des métiers, eh bien, c'est principalement tout ce qui est lié à l'artisanat. Et vous allez vite comprendre en fait qu'il y a des trucs qui sont un peu spéciaux. Il n'y a pas d'autre chose. Par exemple, je suis restaurateur, eh bien, je dépends de la CCI. Je suis restaurateur, mais je fais de la nourriture emportée. Je dépends de la Chambre des métiers. Vous voyez, c'est complètement ridicule. Eh bien, en fait, lorsque vous adressez un CFE, eh bien, dites-vous effectivement que lorsque vous êtes artisan, il y a de fortes chances que vous dépendiez de la Chambre des métiers. Et pour tous les autres, que ce soit les e-commerçants, que ce soit les consultants, que ce soit les autres, eh bien, ce sera plutôt la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà très exactement le point. Il faudra donner également une attestation de non-condamnation et de filiation. Alors, l'attestation de non-condamnation, c'est un truc sur l'honneur, tout simplement. Et l'attestation de filiation, c'est simplement connaître le nom et le prénom de ses parents. Ça s'arrête, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin d'être français, il n'y a pas besoin que vos parents aient été français par la même occasion. Là-dessus, c'est relativement simple. Et puis, il faudra faire aussi un fameux registre, ce qu'on appelle le registre des bénéficiaires effectifs qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la loi Sapin 2, qui est le système contre le blanchiment d'argent. C'est un formulaire assez pénible d'ailleurs à remplir, mais c'est un document qui est obligatoire. Et puis, bien évidemment, il faudra une carte d'identité. Faites gaffe que votre carte d'identité soit à jour. Ça arrive de temps en temps où on laisse un peu les choses. Vous savez, on a une carte d'identité, mais ça fait 3 ans qu'elle est plus valable, ou même 2 mois, c'est mort. Donc, du coup, retour à la caisse départ. Ça peut être également un passeport, bien évidemment. Ça ne peut pas être un permis de conduire, ça ne marche pas. Et puis, obligatoirement, un justificatif de domicile. C'est-à-dire, vous savez, un truc d'électricité ou autre chose. Alors, ça peut être chez vous, ça peut être dans une entreprise de domiciliation, ça peut être chez vos parents également. C'est pas obligé que ce soit toujours chez vous, etc. Vos parents attestant comme quoi ils vous prêtent, entre parenthèses, un lieu de domiciliation, eh bien, c'est amplement suffisant. Et dans ces cas-là, il faudra que le justificatif de domicile soit ceux de vos parents, pas les vôtres. Vous voyez, ça change un peu la donne. Il faudra éventuellement avoir un bail ou une mise à disposition, une convention, ça s'appelle. Et puis, vous obtenez le fameux CABIS, donc une sorte de carte d'identité de votre société qui vous permet en fait de pouvoir aller directement chez votre banquier pour que le banquier puisse délivrer l'argent qui était bloqué dans un compte temporaire et le mettre de façon définitive dans le compte banque, ce qui vous permettra de l'utiliser via votre carte bleue, vos virements, vos chéquiers et autre chose. Alors, si vous passez par Doux, on se fera un plaisir effectivement de vous aider pour vous donner un ordre d'idée. Tout ce dont je vous ai parlé, chez nous, c'est 150 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec 150 € hors taxe, on s'occupe absolument de tout. Et vous devrez rajouter le prix du greffe du tribunal de commerce qui fait environ 70 € et le journal d'annonce légale qui fait à peu près 250 €. Et là, vous avez la totalité, la panoplie totale. Et vous aurez bien évidemment un entretien juridique dans lequel on arrivera à caler complètement les choses avec vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Brice, merci en tous les cas de poser ta question. Donc, moi, ce que je te propose, Brice, est-ce que tu peux me dire si tu crées la société avant
le 31 décembre ou après le 31 décembre? Je te laisse quelques secondes, j'en profite pour répondre à Nicolas. Après, ok. Donc, je vais répondre à ta question. Nicolas, dernière question. J'ai vu qu'il était possible de transformer une SASU en SAS. Oui. Est-ce compliqué? Non. Qu'est-ce que cela implique? Remodifier ses statuts. Je pose la question car mon futur associé n'est pas encore libéré de ses obligations professionnelles. Clause d'exclusivité, mais j'aimerais avoir des statuts avant qu'il ait quitté son employeur. Alors, Nicolas, regarde bien l'exclusivité professionnelle, d'accord? Parce que pourquoi est-ce que ça lui serait interdit d'être associé au sein d'une SAS? Je ne sais pas. Qu'il ait par contre la qualité de directeur général, ça c'est un problème, ça c'est sûr et certain, mais je ne pense pas, mais ça c'est à voir, hein, il faut regarder la clause. Le fait, par exemple, tu crées tout de suite ta SAS, il prend une participation à l'intérieur de sa SAS, mais il n'est qu'associé, d'accord? Il n'est rien d'autre. Et ensuite, une fois qu'il a quitté son job, il devient directeur général. Et comme ça, tu n'as pas besoin de t'enquiquiner à faire une SASU pour la retransformer en SAS. Voilà, Nicolas. J'espère que j'ai répondu à ta question, en tous les cas. Mais je pense que là, il faut re-regarder cette clause de ton associé, de ton futur associé, pour qu'on puisse être tranquille. Brice, alors du coup, je vais te donner la bonne date. Tu fais pas le 31/12/2021, comme tu vas créer ta société en 2021. Arrange-toi, si tu n'as pas besoin de te distribuer des dividendes tout de suite, eh bien, prends un 31 mars 2022, d'accord, ou un 30 juin 2022. Ce sont des très bonnes dates pour plein de points. Voilà, Brice. Hein, et comme je sais quelle est ton activité, au moins dessus. Oui, Nicolas. Donc oui, merci. Donc pas de rôle opéra officiellement au départ. C'est tout à fait ça. Il n'est qu'associé. C'est tout. Voilà. Il n'est qu'associé. Il n'a aucun autre rôle. Et comme ça, tu seras tranquille parce que tu n'auras pas à repayer des frais de formalité. Tu auras juste la nomination, par exemple, de ton associé comme directeur général. Enfin, si c'est ça, bien évidemment, dont il s'agit. Nicole, combien de temps ça prend en passant par Doux? Eh bien, alors là, Nicole, normalement 48 heures, c'est terrible. Mais là, on est dans une situation où tout le monde veut créer avant le 31 décembre. Tout est engorgé de tous les côtés actuellement. C'est de la folie furieuse. J'ai même mis un truc, jamais on a eu autant. Normalement, ça prend 48 heures lorsque le greffe du tribunal de commerce arrive à fonctionner, mais les greffes sont engorgés d'une force inouïe et on a beau pousser, il n'y a rien qui passe. Dès qu'on va arriver sur janvier, tchac, le truc va se débloquer. C'est un petit peu l'embêtement. Donc, Nicole, n'hésite pas en tous les cas, sur LinkedIn ou autre chose, à me faire un petit coucou. Sébastien, je souhaite créer une holding en SASU pour y apporter les titres de quelques startups dans lesquelles j'ai investi. Les valeurs sont conséquentes. Est-il conseillé de faire un apport de titres dès la création? Quid du rachat des titres par la société? Alors, quand on fait un apport, ce n'est pas un rachat, d'accord? Qu'on soit très clair. C'est simplement un apport des titres. Et tu vas utiliser l'article 151 ou 150 octies, etc. Mais peu importe, on s'en fout du nom de l'article. Celui qui va être un régime de faveur et qui te permettra de geler, entre parenthèses, l'imposition. Ça, c'est le premier point. Quand tu parles de rachat de titres par la société, ça, c'est autre chose. Si la société vient à racheter, si la holding vient racheter, là, on rentre dans un régime de plus-value. Ça veut dire que toi, qui étais actionnaire, d'un seul coup, tu vas devoir payer par le biais sans doute de la flat tax, ce n'est pas une obligation, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas, et tu te dessaisiras de 30% du montant du prix de vente. Donc, ce n'est pas un point, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc, si tu veux apporter, voilà, oui, les valos seront conséquentes, mais ça n'a pas d'incidence, en tous les cas, d'un point de vue fiscal, si tu fais un apport et que tu choisis, bien évidemment, le point. Alors, oui, Grégoire, 30 septembre, c'est une meilleure date. 31 mars, 30 juin, 30 septembre sont d'excellentes dates, qu'on soit d'accord. Tout dépend effectivement de la durée. Mais dans le cas de Brice, où on va pouvoir, il va créer sa société dès le premier, ça lui fera par exemple un exercice de 15 mois ou 18 mois, ce qui est déjà pas mal. Et ça permet comme ça de déclôturer, commencer à avoir de l'argent. Par contre, si tu crées ta société, toi, par exemple, je ne sais pas, là, tout de suite, là, le 30 septembre sera le bon mois parce que comme ça, on ne peut pas faire 2 fois le 31 décembre. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on est complètement coincé.
Et si tu crées ta société, par exemple, un 31 mars 2020, 30 septembre, ça te fera les 15-18 mois, les premiers, c'est plutôt pas mal. Voilà. Grégoire, pour bénéficier de l'intégration fiscale, faut-il que la holding, la société d'exploitation, clôture à la même date? Oui, Grégoire, oui, c'est une obligation. Et il faut qu'il démarre au même moment. Pour que l'année d'intégration puisse se faire, il faut démarrer exactement aux mêmes dates et clôturer aux mêmes dates. C'est une obligation. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des sociétés, quand les sociétés sont existantes et qu'on veut les faire coïncider, ça arrive parfois qu'on fasse des bilans de 3 jours ou 4 jours, simplement pour se recaler, pour démarrer et de finir exactement la même date, Grégoire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en profite pour parler des parrainages, parce que Brice, je crois, a pu bénéficier d'un système comme ça. C'est quand quelqu'un est client, il peut donner son numéro d'identifiant, il peut aussi s'auto-parrainer pour sa propre société civile immobilière ou sa propre holding. Oui, bon, Brice, c'était hier, c'est fait. Et donc, si certains ne sont pas clients et qui veulent bénéficier, alors moi je vais vous faire une confidence, on ne fait pas de pub sur Google, hein, vous ne nous verrez pas, et on préfère donner de l'argent à nos propres clients pour qu'ils puissent dire, si moi je suis satisfait, eh bien, quelque part, je peux vous dîner. Et donc, ça donne un mois de compta offert d'un côté, un mois de l'autre, ce qui fait 2 mois pour le nouveau. Et comme je disais, on pouvait s'auto-parrainer. J'ai terminé mes explications. J'espère en tous les cas que vous avez pu apprécier. Si vous avez des questions ou autre chose, si vous voulez nous faire un petit coucou, en tous les cas, soit sur LinkedIn ou que ce soit directement par les messageries Intercom, en tous les cas, dessus. Allez, Brice, une dernière question sur les ICA. Vas-y, je te la laisse poser, et même si c'est hors sujet. Alors, Brice, si ma SASU est domiciliée via un service de domiciliation, est-ce que les distances que le parcours sont calculées depuis mon domicile? Non, théoriquement, ils doivent être faits en fonction du siège social. Maintenant, ne nous voilons pas la face. Si ta domiciliation est juste à côté, pas de problème. Maintenant, Brice, je dis n'importe quoi, tu habites à Limoges, et tu t'es fait mis sur, je sais pas moi, aux Champs-Élysées à Paris, ben, ça sera plutôt le domicile. Et dans ces cas-là, en théorie, tu devrais avoir un établissement secondaire chez toi, ce qui permettrait d'avoir une plus grande liberté pour pouvoir le faire. Voilà, bon, en tout cas, Brice, t'inquiète pas, tu verras que tu seras bientôt pris en main. Tu vas voir, il y a tout un système, un process chez nous où chaque personne est accompagnée directement pour être très à l'aise. En tout cas, je vous remercie énormément. On avait commencé par une vidéo musique. Moi, ce que je vous propose, c'est terminer avec un coup de disco. Je vous souhaite un excellent week-end. Semaine prochaine,